Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes constamment manipulé. Et la partie la plus dangereuse, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque interaction, chaque conversation, chaque regard que vous ignorez ou chaque faveur que vous vous sentez obligé de faire pourrait ne pas être aussi innocent qu'il y paraît. Derrière le rideau de la vie ordinaire, les gens, parfois même ceux qui vous sont les plus proches, utilisent des tactiques psychologiques subtiles pour plier votre volonté, orienter vos choix et remodeler la façon dont vous vous voyez. Nietzsche nous a averti que la manipulation n'est pas toujours bruyante ou malveillante. En fait, les formes les plus puissantes sont vêtues de charme, enveloppées de gentillesse et livrées avec un sourire. Aujourd'hui, nous commençons un voyage à travers 9 des tactiques de manipulation les plus courantes utilisées contre vous quotidiennement. C'est la première partie, et à la fin, vous ne reconnaîtrez pas seulement ces comportements. Vous y serez immunisé. Commençons. Il y a un regard spécifique que quelqu'un vous lance après que vous ayez dit non. Ce n'est pas de la colère, c'est de la déception. Un silence tranquille et lourd qui s'installe dans la pièce comme si vous l'aviez déçu de manière profonde. C'est le crochet de la culpabilité. L'un des outils de manipulation les plus efficaces parce qu'il n'attaque pas votre logique. Il attaque votre moralité. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que nous sommes câblés pour vouloir être vus comme bons. Nietzsche croyait que la moralité, surtout celle conçue par la société, est souvent un outil de contrôle, une cage douce qui vous apprend à bien vous comporter pour être accepté. Donc, quand quelqu'un utilise la culpabilité, il ne discute pas avec vous. Il vous fait discuter avec vous-même. Vous commencez à vous questionner. Étais-je trop égoïste, trop dur, trop froid? Mais ce qui se passe vraiment, c'est ceci. Ils ont placé le poids de leur malaise sur vos épaules. Et maintenant, votre désir de soulager ce malaise est utilisé comme levier. C'est ainsi que la culpabilité déforme vos limites. Elle n'a pas besoin de crier. Elle a seulement besoin que vous vous en souciez. Alors, comment arrêter cela? En rompant le contrat qui dit que votre bonté dépend de leur approbation. Quand vous dites non et qu'ils vous font vous sentir petit pour cela, tenez bon. Refusez d'expliquer. Refusez de justifier. Vous ne devez aucune excuse pour protéger votre énergie. Leur malaise n'est pas votre urgence, car la culpabilité ne peut vous piéger que si vous croyez que dire oui aux autres signifie être gentil. Mais souvent, cela signifie simplement vous abandonner. Avez-vous déjà quitté une conversation en vous sentant comme si c'était vous qui aviez tout gâché, même si c'était vous qui aviez été maltraité? Ce n'est pas un accident. C'est le miroir changeant, une tactique que les manipulateurs utilisent pour refléter le blâme sur vous jusqu'à ce que vous ne soyez même plus sûr de ce qui est réel. Voici comment cela se déroule. Vous confrontez quelqu'un à propos d'un mensonge, d'un commentaire cruel ou d'un manque de respect constant. Au lieu de reconnaître leur comportement, ils déforment l'attention. Ils disent des choses comme « Pourquoi es-tu toujours si dramatique? C'est toi qui es impossible à parler. Peut-être que si tu n'étais pas si sensible, je n'aurais pas à agir comme ça. » Et soudain, vous ne les confrontez plus. Vous vous défendez. C'est une prestidigitation, une illusion émotionnelle. Ils ont tourné l'histoire, non en niant ce qui s'est passé, mais en vous questionnant, votre mémoire, vos réactions, votre état émotionnel. Et dans ce brouillard de doute, ils gagnent. Pourquoi? Parce que votre cerveau veut la paix. Il veut une résolution. Et quand quelqu'un déstabilise votre certitude, votre esprit s'accrochera à n'importe quoi, même à un faux blâme, juste pour se sentir ancré à nouveau. Nietzsche nous a averti que la volonté de puissance ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure dans la confusion. Un manipulateur n'a pas besoin de vous dominer. Il a juste besoin de vous faire douter de vous-même. Alors, comment combattre cela? Vous vous ancrez au moment, au fait, à ce que cela vous a fait ressentir avant qu'il ne le déforme. Ne poursuivez pas leur histoire. Restez immobile dans la vôtre. Dites, ce n'est pas à propos de mes sentiments. C'est à propos de vos actions.
Puis arrêtez. Le silence est le remède à la distorsion. Il prive le manipulateur du chaos dont il a besoin pour rester en contrôle. Tenez bon même quand le sol tremble sous vos pieds. Parce que quand le miroir est brisé, vous verrez enfin qui était vraiment derrière les fissures. Il y a une sorte d'ouverture qui n'est pas réelle. Une vulnérabilité qui n'est pas pour la connexion, mais pour le contrôle. Voici comment cela fonctionne. Quelqu'un partage quelque chose de profondément personnel, une histoire douloureuse, un traumatisme, une confession brute. Cela semble intime. Vous vous sentez en confiance. Votre garde s'adoucit. Mais sous cette émotion, quelque chose cloche. Parce que toute vulnérabilité n'est pas honnête. Certaines personnes l'utilisent comme un passe rapide pour votre empathie, un raccourci pour vous rendre loyal avant même que vous ne compreniez qui elles sont. C'est le piège de la fausse vulnérabilité. Et c'est plus courant que vous ne le pensez. Vous entendez leur douleur et vous ressentez la pression non dite. Je ne peux pas les abandonner maintenant. Je dois être là. Je leur dois. Mais la vraie vulnérabilité ne vient pas avec des cordes. Alors, pourquoi les gens utilisent-ils cette tactique? Parce que la confession émotionnelle nous désarme. Elle inverse la dynamique de pouvoir en présentant de la faiblesse. Ce faisant, vous fait devenir le soigneur. Nietzsche savait que le pouvoir se cache souvent dans la performance de l'impuissance. Quand quelqu'un apparaît brisé, nous nous sentons en sécurité, mais nous nous sentons aussi responsables, et c'est le piège. Ils ne demandent pas de soutien. Ils exigent une dette émotionnelle. Alors, comment voir à travers? Observez le timing. La vulnérabilité authentique se déroule lentement, mutuellement et sans agenda. Mais quand quelqu'un partage quelque chose d'intense tôt et demande immédiatement votre temps, votre énergie ou votre silence, posez. Demandez-vous, est-ce que je me sens connecté ou coincé? Parce que si leur ouverture vous fait vous sentir obligé, ce n'est pas de l'intimité, c'est un piège. Tenez bon. Votre empathie ne devrait jamais être utilisée contre vous. La vraie connexion invite. Elle ne coerce jamais. Et maintenant, voici où cela devient dangereux. La tactique suivante est plus silencieuse que la culpabilité, plus tranchante que le blâme et plus invisible que la fausse vulnérabilité. Elle n'élève pas la voix. Elle élève votre confusion. Une fois que vous la repérez, vous réaliserez à quel point les gens l'utilisent souvent pour contrôler vos décisions sans jamais dire un mot. Nous la découvrirons ensuite. Et après cela, deux autres tactiques qui sont encore plus difficiles à défendre contre, à moins que vous ne sachiez exactement quoi chercher. Restez vigilants. Cela va devenir plus sombre, disent-ils. Laissez-moi y penser. Peut-être la semaine prochaine. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Mais au fond de vous, vous savez déjà qu'ils n'ont pas l'intention de suivre. C'est la boucle de délai. L'une des tactiques de manipulation les plus passives mais puissantes. Elle donne l'illusion de progrès tout en vous maintenant en place. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que cela maintient votre espoir en vie. Elle distille juste assez de possibilités pour vous empêcher de partir. Et au moment où vous en reparlez, ils disent « Tu es impatient ou pire, tu es trop exigeant ». Nietzsche dirait que ceux qui ne peuvent pas agir inventent souvent des excuses élaborées pour déguiser leur inaction volontaire. Mais derrière chaque « peut-être plus tard » se cache généralement un « non » qu'ils sont trop lâches pour dire à voix haute. Ce qui est vraiment manipulé ici, c'est votre temps, votre sentiment de momentum émotionnel. Vous arrêtez de demander. Vous commencez à attendre. Vous commencez à justifier leur silence comme de l'espace quand en réalité c'est une laisse. Comment en échapper? En refusant de négocier avec l'incertitude. Si quelqu'un ne peut pas vous donner de la clarté, donnez-vous la fermeture. Dites-le une fois. Dites-le clairement. Et s'ils hésitent, prenez leur délai comme votre décision. Parce que votre paix n'est pas un puzzle qu'ils peuvent réarranger indéfiniment. Vous n'étiez même pas en compétition. Mais soudain, vous avez l'impression d'avoir déjà perdu.
C'est la comparaison silencieuse quand quelqu'un mentionne subtilement les autres pour vous faire sentir inférieur. Ils disent « Sarah a géré cela tellement mieux ». La plupart des gens l'auraient fait maintenant. Tu n'es pas comme les autres avec qui j'ai travaillé. Ils étaient tellement plus disciplinés. Au début, cela sonne comme un retour, peut-être même une motivation. Mais ce n'est pas le cas. C'est une guerre silencieuse contre votre confiance, conçue pour vous garder à lutter pour une approbation que vous ne recevrez jamais pleinement. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que cela arme votre désir d'appartenance. Nietzsche croyait que la comparaison est une forme de contrôle psychologique utilisée par les médiocres pour enchaîner les exceptionnels. Et dans ce cas, ils n'ont pas besoin de vous insulter directement. Ils ont juste besoin de louer quelqu'un d'autre en votre présence. Que se passe-t-il ensuite? Vous doutez de vous-même. Vous commencez à performer. Vous essayez plus fort, non par joie ou inspiration, mais par désespoir silencieux pour recliner votre valeur. Comment arrêter cela? En vous retirant des courses invisibles. Vous n'avez pas besoin de surpasser un fantôme. Vous n'avez pas besoin de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre pour vous sentir digne. Et surtout, vous n'avez pas besoin de continuer à prouver votre valeur à quelqu'un qui continue de déplacer les poteaux. Reconnaissez cette tactique non comme un guide, mais comme une tentative de vous rétrécir en soumission. Puis arrêtez de jouer leur jeu. Ils se souviennent de chaque faveur qu'ils vous ont faite, mais oublient soudain tout ce que vous avez fait pour eux. C'est le jeu de la mémoire sélective, la tactique de la comptabilité émotionnelle asymétrique. Ce n'est pas juste de l'oubli, c'est stratégique. Quand quelqu'un met en avant sa générosité mais efface commodément vos efforts, il crée un déséquilibre artificiel. À où vous vous sentez toujours endetté. Ils disent « après tout ce que j'ai fait pour toi », mais ne mentionnent jamais les nuits que vous avez passées pour eux, l'argent que vous avez prêté, les appels que vous avez répondus, la gentillesse que vous avez donnée sans besoin de reçu. Nietzsche avertirait « Méfiez-vous de ceux qui tiennent des tableaux de scores émotionnels parce que pour eux, donner n'est pas à propos d'amour. C'est à propos de levier. » Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous commencez à internaliser le déséquilibre. Vous vous sentez coupable de demander quoi que ce soit. Vous surcompensez pour rembourser une dette qui ne devrait même pas exister. Comment vous libérer? En sortant du cadre, vous ne devez pas ce qui a été donné librement. Vous n'avez pas à matcher leur mémoire, surtout quand elle est curée pour la manipulation. Et si quelqu'un évoque sa gentillesse comme une arme, ce n'était jamais de la gentillesse pour commencer. Dénoncez-le. Pas bruyamment, juste calmement. Dites, je n'avais pas réalisé que tu tenais les comptes. Je ne le faisais pas. Puis arrêtez d'engager. La gratitude est belle. Mais la gratitude sous pression, c'est le contrôle déguisé en grâce. Et ce n'est que le début. Parce que l'ensemble final de tactiques de manipulation, celles qui viennent ensuite, sont encore plus subtiles, plus déguisées et bien plus dangereuses. Elles ne déforment pas seulement comment vous voyez les autres. Elles déforment comment vous vous voyez. Et une fois que vous les reconnaissez, vous comprendrez pourquoi vous avez toléré tant de choses pendant si longtemps. Finissons cela. Ils font une erreur et en font votre faute. Ils oublient des plans, manquent des délais, franchissent des limites, et puis disent « Je suis juste brisé. Tu sais que je suis comme ça. Je n'ai jamais dit que j'étais parfait. » Et soudain, la conversation passe de dénoncer leur comportement à les réconforter pour cela. C'est le miroir de l'autosabotage. Une tactique qui utilise la fragilité comme bouclier, vous faisant vous sentir comme le méchant pour exiger de la responsabilité. Pourquoi est-ce si dur d'en échapper? Parce qu'ils apparaissent blessés et vous n'êtes pas sans cœur. Donc, vous laissez tomber votre colère, ramassez leur douleur et devenez le soigneur, pas la personne qui mérite réparation. Nietzsche verrait cela pour ce que c'est. Un mouvement de pouvoir caché dans l'impuissance. Parce que la vraie faiblesse ne dévie pas. Mais quand quelqu'un transforme chaque conséquence en une histoire larmoyante, il ne demande pas le pardon.
Ils exigent la clémence sans changement. Alors, comment répondre? Avec clarté, pas cruauté. Vous pouvez comprendre le passé de quelqu'un sans excuser son présent. Vous pouvez montrer de la compassion sans nettoyer leur chaos. Et quand leur désolé vient sans correction, leur fragilité n'est plus de l'innocence. C'est de la manipulation. Tenez-les à leurs propres mots. Pas durement, juste constamment. C'est quand le miroir se brise. Il y a toujours un problème, toujours une crise, toujours quelque chose que seul vous pouvez réparer. Cette tactique prospère sur l'urgence. Votre énergie devient leur ressource, votre tension, leur addiction. Ils disent, peux-tu juste m'aider avec cette chose? Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es le seul qui comprend. Et au début, cela fait plaisir d'être nécessaire, d'être en confiance, d'être le calme dans leur tempête. Mais avec le temps, la tempête ne s'arrête jamais. C'est le chaos contrôlé, où quelqu'un inconsciemment ou délibérément fabrique de l'instabilité juste pour vous garder émotionnellement attaché. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous devenez le sauveteur. Et une fois que vous assumez ce rôle, il est dur de partir. Il vous conditionne à équater l'amour avec la responsabilité, le soutien avec le sacrifice. Nietzsche avertissait de ceux qui créent la dépendance en noyant les autres dans leur désordre, puis en posant comme la victime quand vous arrêtez de les sauver. Voici comment le reconnaître. Leur vie tombe toujours en morceaux, mais ils ne prennent jamais vos conseils. Ils vous appellent pendant vos jours les plus occupés, mais disparaissent quand vous avez besoin d'eux. Ils ont besoin de vous jusqu'à ce que vous ayez besoin de limites. Alors, comment arrêter cela? En sortant de leur boucle, même si cela cause du malaise. Vous ne les abandonnez pas. Vous refusez de laisser leur chaos s'ancrer à votre paix. Dites, je m'en soucie, mais je ne peux pas porter cela pour toi. Puis laissez le silence faire ce que les mots ne peuvent pas. Cela commence petit. Un commentaire, un regard, une question enveloppée de soucis. Es-tu sûr de pouvoir gérer cela? Ne te fais pas trop d'illusions. Je ne veux juste pas te voir te blesser. En surface, cela sonne comme du soin, mais en dessous c'est du doute planté subtilement, arrosé quotidiennement. C'est la graine de désempower, mais elle grandit en vous comme une toxine silencieuse. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que cela n'attaque pas vos actions. Cela attaque votre croyance en vous-même. Cela ne dit pas ne le fais pas. Cela dit que vous n'êtes probablement pas assez bon pour. Nietzsche croyait que le contrôle le plus efficace n'était pas la force. C'était la suggestion. Convainquez quelqu'un qu'il est petit et il construira sa propre cage. Voici comment cela fonctionne. Vous partagez un rêve. Il hausse un sourcil. Vous atteignez un jalon. Il le minimise. Vous exprimez de l'excitation. Ils disent, ne t'installe pas trop confortablement. Et avec le temps, vous rétrécissez. Non parce qu'ils avaient raison, mais parce que vous avez laissé leur incertitude primer sur votre vérité intérieure. Alors, comment reprendre votre pouvoir? En identifiant la voie et en la séparant de la vôtre. Demandez, est-ce que je crois vraiment cela ou m'a-t-on dit de le croire? Puis inversez la graine. Chaque fois que vous êtes sur le point de dire « Je ne pense pas que je peux », terminez la phrase par « parce que quelqu'un m'a fait douter de moi une fois ». Puis avancez quand même parce que leur peur n'est pas votre avenir et votre grandeur n'a pas besoin de leur permission. Et maintenant vous le voyez. La culpabilité, le miroir, l'ouverture feinte, les poteaux changeants, la fabrication de crises, le doute subtil, tout cela. Des stratégies pour confondre, pour retarder, pour supprimer. Mais maintenant vous connaissez le langage. Vous avez vu comment il est parlé, senti comment il tord vos tripes, et surtout appris comment rester ancré à travers cela. Nietzsche nous a demandé de ne pas faire confiance aux gens. Il nous a demandé de nous faire plus confiance pour voir à travers le déguisement, pour refuser la performance, et pour arrêter de remettre notre liberté en échange de validation. Donc, si vous prenez une chose de cette analyse, que ce soit ceci.
Le silence est pouvoir, la clarté est résistance, et les limites sont votre libération. Vous n'êtes plus leur marionnette. Pas aujourd'hui. Jamais plus. Si cela a résonné en vous, même un peu, cela signifie que vous commencez déjà à voir ce que la plupart des gens ne remarquent jamais. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces tactiques de manipulation avez-vous expérimenté le plus. Et si cela vous a aidé à voir les choses plus clairement, abonnez-vous parce que nous venons juste de commencer.